Le ciel de l'île pesait lourdement ce matin-là, d'un gris uniforme qui semblait vouloir effacer les couleurs des modestes pavillons ouvriers. Dans ce quartier où chaque brique racontait une histoire de labeur, la routine était une compagne silencieuse. Les petits jardins, soignés avec une fierté discrète, attendaient une pluie fine qui ne tarderait pas à venir. L'air était humide, chargé de l'odeur de la terre mouillée et du bitume froid. C'était une de ces matinées ordinaires où chaque geste est une répétition de la veille, un prélude prévisible au jour qui s'annonce. Pour Élise, qui se tenait à l'arrêt de bus, ce silence matinal était familier, mais il résonnait différemment en elle. Il n'était pas apaisant, mais vide, un écho assourdissant de l'absence qui habitait sa propre maison, malgré l'amour palpable qui la liait à son mari, Julien. Élise tira un peu plus sur le col de son manteau, une barrière fragile contre le froid qui semblait s'infiltrer jusqu'à son âme. À 30 ans, son visage portait encore les traits d'une beauté douce et naturelle, mais son sourire s'éteignait toujours avant d'atteindre ses yeux. Son regard, souvent perdu dans le vague, trahissait une lassitude profonde, celle d'une espérance maintes fois déçue. C'est alors qu'un son perça la monotonie ambiante, un gémissement faible, presque imperceptible. D'abord, elle pensa à un chaton égaré, une petite misère ordinaire de la rue. Mais le son se répéta, plus insistant, une plainte fragile qui semblait l'appeler personnellement. Ce n'était pas un bruit anodin, c'était une note dissonante dans la symphonie silencieuse de sa résignation. Une anomalie qui l'obligea à se détourner du chemin familier de son attente. Guidée par une intuition plus forte que la raison, elle fit quelques pas hésitants vers le conteneur à poubelle situé en retrait de l'arrêt de bus. Le son venait de là. À côté, posée sur le trottoir humide, se trouvait une simple boîte en carton souillée par la bruine. Son cœur se serra, une angoisse sourde montant dans sa gorge. Elle s'agenouilla, les mains tremblantes, et écarta délicatement les rabats. Ce qu'elle vit figea le temps. À l'intérieur, emmitouflée dans une couverture usée, un nouveau-né la fixait de ses grands yeux sombres, des yeux emplis d'une peur silencieuse et d'une pureté désarmante. Le choc fut total, brutal. Le monde autour d'elle disparut. Le bruit de la circulation, le murmure du vent, tout s'effaça pour ne laisser place qu'au battement effréné de son propre cœur et au souffle fragile de cette petite vie abandonnée. Dans cet instant suspendu, la douleur de sa propre stérilité, ce vide qu'elle portait en elle comme une blessure secrète, se transforma en une évidence fulgurante. Ce bébé n'était pas une coïncidence, il était une réponse. Sans la moindre hésitation, ses gestes devinrent ceux d'une mère. Elle le prit délicatement dans ses bras, sentant sa petite main glacée contre sa peau, et le serra contre sa poitrine pour lui offrir la chaleur de son corps. Le travail, le bus, la routine, tout cela n'existait plus. Son seul but, sa seule urgence, était de le mettre en sécurité. Elle se releva, et au lieu de retourner vers l'arrêt, elle courut vers sa maison, vers le seul refuge qu'elle pouvait lui offrir. Des moments comme celui-ci, où un seul choix peut redéfinir toute une existence, sont si rares et précieux. Si vous aussi, vous êtes touché par ces récits de courage ordinaire, votre abonnement nous aide à continuer de leur donner une voix. Julien trouva Élise assise sur le sol du salon, le petit corps endormi contre sa poitrine. Il n'y eut pas de questions, pas de reproches. Le regard de sa femme disait tout, la fin d'une douleur et le début d'une autre, celle de la peur. Il s'agenouilla près d'elle, posant une main tremblante sur la tête du bébé, sentant la douceur soyeuse de ses cheveux fins. Le silence dans la pièce n'était plus celui du vide, mais un silence sacré, rempli par la respiration fragile de cette nouvelle vie. Dans ce geste, dans ce regard échangé, un pacte fut scellé. Cet enfant tombé du ciel gris de l'île était désormais le leur. Ils ne savaient pas comment, ni quels obstacles les attendaient, mais ils savaient pourquoi. Il était la pièce manquante de leur âme, l'écho à leur silence, et ils allaient se battre pour lui, comme s'ils lui avaient donné le jour. La première nuit fut une éternité faite de petits bruits et d'angoisses immenses. Chaque soupir du bébé, chaque frémissement de ses paupières était un miracle qu'Élise observait.
le cœur battant à tout rompre. Elle l'installa dans un couffin qu'il gardait depuis des années dans le grenier, un vestige poignant de leurs espoirs déçus. Elle refusa de dormir, veillant sur lui comme une sentinelle, terrifiée à l'idée qu'il puisse disparaître aussi soudainement qu'il était apparu. Julien, épuisé par sa journée à l'atelier, la rejoignit au milieu de la nuit, posant une couverture sur ses épaules. Ils restèrent là, côte à contempler ce petit être qui avait fait irruption dans leur existence bien ordonnée, bouleversant tout sur son passage. La peur était palpable, mais sous cette peur, une certitude grandissait. Leur vie avait enfin trouvé son centre de gravité. Au matin, alors que la lumière blafarde filtrait à travers les rideaux, ils prirent la première décision qui ferait de lui un peu plus le leur. Il fallait lui donner un nom. Ce n'était plus un inconnu, un bébé trouvé, mais une personne. Assis à la table de la cuisine, une tasse de café fumante entre les mains, ils murmurèrent des prénoms. C'est Élise qui proposa Hugo. Un nom simple, fort, un nom qui sonnait comme une promesse. Julien sourit, un vrai sourire qui illumina son visage fatigué. « Hugo », répéta-t-il doucement, comme pour tester le poids de ce mot dans sa bouche. Le bébé, dans les bras de son père improvisé, ouvrit les yeux, comme s'il reconnaissait ce son, cette syllabe qui le sortait de l'anonymat pour l'ancrer dans leur histoire. À cet instant, il n'était plus seulement un enfant à protéger, il était Hugo. La réalité, cependant, ne tarda pas à frapper à leur porte avec la froideur d'une procédure administrative. Le cœur lourd, Élise composa le numéro de la gendarmerie, puis celui des services sociaux. Sa voix tremblait en expliquant la situation, chaque mot lui donnant l'impression de trahir l'intimité qu'ils avaient déjà construite. Très vite, le tourbillon commença. Des questions, des formulaires, des rendez-vous. Le terme « aide sociale à l'enfance » résonnait dans sa tête comme une menace. Elle comprenait la nécessité de la loi, mais elle ne pouvait s'empêcher de voir ses intervenants comme des gens qui venaient inspecter son amour, le mesurer à l'aune de critères qu'elle ne maîtriserait jamais. La peur de perdre Hugo devint une ombre constante, un poids sur sa poitrine qui l'empêchait de respirer pleinement la joie de sa présence. La première visite de l'assistante sociale fut une épreuve. Une femme au regard professionnel, ni chaleureux ni hostile, inspecta leur petit pavillon avec une attention méticuleuse. Elle posa des questions sur leurs revenus, s'attardant sur le fait qu'ils vivaient avec un peu plus que le SMIC. Chaque recoin de leur maison, habituellement un havre de paix et de propreté, semblait soudainement inadéquat, trop petit, trop modeste. Élise sentait son jugement peser sur chaque objet, sur les murs un peu défraîchis, sur le canapé usé. Elle avait l'impression de devoir justifier la légitimité de son amour par des fiches de paix. L'injustice de la situation la submergeait. C'est dans ces moments de lutte silencieuse, où l'amour se heurte à l'indifférence des dossiers, que l'on comprend l'importance de chaque soutien. Si ces histoires de cœur qui se battent contre le système vous touchent, votre abonnement est le souffle qui nous permet de continuer à les raconter. Cette épreuve ravivait en elle la douleur de son propre parcours. Pendant des années, Élise avait enduré le supplice des traitements de fertilité, les salles d'attente aseptisées, les regards pleins de pitié, les piqûres quotidiennes qui marquèrent son corps et son esprit. Chaque échec était un deuil silencieux, une fissure de plus dans son estime d'elle-même. Elle s'était sentie défaillante, incomplète, comme si son corps l'avait trahie dans sa fonction la plus essentielle. Julien avait été son roc, mais même son amour infini ne pouvait combler ce vide béant. Trouver Hugo avait été comme une greffe d'espoir sur une terre aride. Il n'effaçait pas les cicatrices, mais il leur donnait un sens. C'était pour cela qu'elle se sentait si fragile face au système. Elle avait déjà tant perdu, elle ne pouvait pas supporter de le perdre lui aussi. Julien, quant à lui, affrontait la situation avec un pragmatisme teinté d'une détermination farouche. Il rentrait de l'atelier, les mains encore noires de cambouis, et prenait le relais sans un mot. C'est lui qui apprit à préparer les biberons au milieu de la nuit, qui maîtrisa l'art délicat du changement de couche avec une patience d'ange.
Il parlait à Hugo d'une voix douce, lui racontant sa journée, les moteurs qu'il avait réparés, les blagues de ses collègues. Il construisait un monde pour ce petit garçon, un monde fait de gestes simples et d'une présence rassurante. Pour Élise, le voir ainsi, si naturellement père, était à la fois une source de réconfort infini et un crève-cœur. Il était le père qu'elle avait toujours rêvé qu'il soit, pour un enfant qu'elle n'avait pas pu lui donner. Le jugement ne venait pas seulement des institutions, il s'insinuait aussi dans les conversations de quartier, dans les regards curieux par-dessus la clôture du jardin. Certains voisins les admiraient en silence, mais d'autres laissaient échapper des remarques pleines de sous-entendus. « Vous êtes bien courageux », disait-il, un mot qui sonnait parfois comme inconscient. On leur parlait de leurs finances limitées, de la responsabilité écrasante. Une cousine de Julien, lors d'un repas de famille, alla même jusqu'à leur demander s'ils avaient bien réfléchi, si ce n'était pas « tenter le diable ». Chaque mot était une petite pique, remettant en question leur légitimité, leur capacité à offrir à cet enfant ce dont il avait besoin. Élise et Julien faisaient front, mais le soir, le doute s'installait parfois, un poison lent qui menaçait leur résolution. Puis, une nuit, Hugo se mit à tousser, une petite toux sèche qui se transforma rapidement en une respiration sifflante. La panique s'empara d'Élise. Ils se précipitèrent aux urgences pédiatriques, le petit corps brûlant de fièvre blotti dans ses bras. L'attente fut une torture, chaque minute s'étirant dans le silence anxiogène de l'hôpital. Le diagnostic tomba. Une bronchiolite, fréquente chez les nourrissons, mais terrifiante pour de nouveaux parents. Le voir si petit, si fragile, relié à des tubes pour l'aider à respirer, brisa quelque chose en eux. Ce n'était plus une question de papier ou de jugement social, c'était une question de vie ou de mort. Cette nuit-là, en tenant la main minuscule d'Hugo, ils comprirent que leur lien avec lui transcendait tout. Il était leur fils, et ils se battraient pour lui contre la maladie, contre le monde, contre tout. Après plusieurs jours d'angoisse, Hugo se rétablit, et sa guérison marqua un tournant pour Élise. La peur ne la quitta pas, mais elle se transforma. La vulnérabilité qu'elle avait ressentie à l'hôpital se mua en une force nouvelle, une colère froide et déterminée. Elle ne serait plus la victime passive de sa propre histoire ou des circonstances. Elle cessa de voir l'assistante sociale comme une ennemie et commença à la considérer comme une étape à franchir. Elle se mit à dévorer les informations sur les procédures d'adoption, à préparer un dossier méticuleux, à documenter chaque progrès d'Hugo. Sa douleur passée, la blessure de l'infertilité, devint son armure. Elle venait de comprendre que sa plus grande force n'était pas son désespoir, mais sa capacité à aimer sans condition. C'est pour partager cette étincelle d'espoir, cette force que l'on trouve au fond de soi, que nous avons besoin de vous. Chaque nouvel abonné nous aide à porter ces récits de résilience plus loin. Le coup le plus dur arriva sous la forme d'une lettre à en-tête officielle. L'enquête sociale avait permis de remonter une piste. Une parente éloignée de la mère biologique avait été identifiée et manifesté le souhait de rencontrer l'enfant. La nouvelle tomba comme un couperet. L'ennemi n'était plus une administration anonyme, mais un visage, une famille de sang qui pouvait, d'un seul mot, anéantir leur monde. La menace était désormais réelle, concrète. Cette personne avait un droit légal qu'eux n'avaient pas. Toute leur nuit blanche, tout leur sacrifice, tout l'amour qu'ils avaient déversé sur Hugo pouvait être balayé. La possibilité que la mère biologique elle-même réapparaisse devint un fantôme qui hantait leurs jours et leurs nuits, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur bonheur fragile. Ce soir-là, Élise et Julien ne parlèrent pas beaucoup. Ils s'assirent dans le salon, Hugo dormant paisiblement entre eux, ignorant tout du drame qui se jouait. Il n'y avait plus de larmes, seulement une résolution glaciale dans leurs yeux. Ils n'allaient pas abandonner, ils rassembleraient chaque preuve de leur amour, chaque photo, chaque témoignage. Ils se prépareraient pour l'audience, non pas comme des accusés, mais comme les seuls parents que Hugo ait jamais connus.
Leur modeste pavillon n'était peut-être pas un château, et leur compte en banque était souvent à sec avant la fin du mois, mais ils avaient quelque chose que personne ne pouvait leur enlever. Ils étaient déjà une famille. Leur amour pour Hugo n'était pas une option, c'était un fait. Et c'est ce fait qu'ils allaient présenter au juge comme la seule vérité qui compte. Le jour de l'audience, la salle du tribunal des enfants ressemblait à une cathédrale de béton, froide et impersonnelle. Les hauts plafonds absorbaient les sons, ne laissant qu'un silence pesant, à peine troublé par le froissement des dossiers. Élise et Julien étaient assis sur un banc de bois dur, se sentant infiniment petits et vulnérables face à l'appareil judiciaire. En face d'eux se tenait la parente éloignée, une femme au visage fermé, qu'ils n'avaient jamais vue, mais qui représentait la plus grande menace à leur existence. Le juge, un homme d'âge mûr au regard fatigué, semblait porter sur ses épaules le poids de toutes les familles brisées qu'il avait vues défiler. Pour lui, c'était un dossier parmi d'autres. Pour Élise, c'était l'endroit où son monde allait soit se cimenter pour toujours, soit s'effondrer en poussière. L'air était si lourd d'enjeux qu'il semblait difficile de respirer. L'avocat de la partie adverse prit la parole en premier, sa voix résonnant avec une assurance glaciale. Il déroula son argumentaire avec une précision chirurgicale, énumérant les raisons pour lesquelles ce couple n'était pas apte à élever cet enfant. Il parla de leur situation financière précaire, brandissant leurs fiches de paie comme des preuves à charge. Il décrivit leur logement comme modeste, un euphémisme pour dire inadéquat. Il insista sur l'importance des liens du sang, présentant sa cliente comme le choix naturel, la continuité légitime face à ce couple qui n'avait aucun droit biologique. Chaque mot était une attaque, une déconstruction méthodique de tout ce qu'Élise et Julien avaient bâti. Leur amour, leur nuit blanche, leur sacrifice étaient réduits à des détails sans importance face à la froide logique de la loi et des chiffres. Ils étaient jugés non pas sur leur cœur, mais sur leur compte en banque. Élise écoutait, sentant chaque phrase comme une blessure, mais alors que l'avocat continuait, une étrange métamorphose s'opéra en elle. La peur qui l'avait paralysée pendant des mois se mua en une colère tranquille et pure. Elle n'était plus la femme brisée par l'infertilité, ni la mère adoptive terrifiée. Elle était la mère d'Hugo. Un point, c'est tout. Elle sentit la main de Julien trembler à côté de la sienne et la serra avec une force qu'elle ne se connaissait pas. Quand le juge se tourna vers elle et lui demanda si elle avait quelque chose à ajouter, elle se leva. Sa posture n'était pas celle d'une accusée qui plaide sa cause, mais celle d'une lionne qui protège son petit. Sa voix, lorsqu'elle commença à parler, ne trembla pas. Elle était claire, posée, et portait la certitude absolue de celles qui n'ont plus rien à perdre parce qu'elles se battent pour l'essentiel. « Votre honneur », commença-t-elle, son regard fixant le juge sans ciller. « Il est vrai que nous n'avons pas beaucoup d'argent. Notre maison n'est pas grande et nos vies sont simples, mais je peux vous dire ce que nous avons. Nous avons des bras pour le bercer quand il fait des cauchemars à 3 heures du matin. Nous avons des chansons pour le calmer quand il a de la fièvre. Nous avons un nom de famille à lui offrir, un nom qui ne veut pas dire richesse ou lignée, mais qui veut dire maison. L'amour, monsieur le juge, ne se trouve pas sur un relevé bancaire. Il est dans la patience qu'on a quand on lui apprend à manger seul, il est dans chaque baiser posé sur un genou écorché. J'ai passé des années à croire que mon corps m'avait trahi. Hugo m'a appris que la maternité, ce n'est pas donner la vie, c'est donner sa vie. Il est déjà notre fils. Vous ne décidez pas s'il doit le devenir, mais seulement si la loi acceptera de reconnaître une vérité qui existe déjà. Un silence profond s'installa dans la salle d'audience. Il n'était plus froid et administratif, mais vibrant, chargé d'une émotion brute qui avait fissuré le vernis de la procédure. L'avocat de la partie adverse semblait décontenancé, ses arguments juridiques soudainement creux et sans âme face à une telle déclaration. La parente éloignée baissa les yeux, peut-être pour la première fois consciente de ce qu'elle demandait. Le juge avait retiré ses lunettes et les essuyait lentement, le regard perdu dans le vague. Il ne regardait plus ses notes, ni les avocats.
Il regardait Élise, qui était restée debout, droite et digne. Il regardait Julien, qui s'était levé à son tour pour poser une main sur son épaule, un pilier silencieux. Dans leurs yeux, il ne vit pas un couple qui voulait un enfant, mais des parents qui défendaient le leur. La balance de la justice, qui quelques minutes plus tôt penchait du côté de la loi, semblait désormais osciller, irrésistiblement attirée par le poids d'un amour inconditionnel. Le juge remit ses lunettes, son regard n'étant plus fatigué, mais empreint d'une clarté nouvelle. Il ne s'adressa pas aux avocats, mais directement à Élise et Julien, sa voix résonnant avec une autorité calme. Il reconnut la validité des arguments juridiques, mais rappela que le but premier de la loi était de servir l'intérêt supérieur de l'enfant. Il déclara que durant les mois passés avec eux, Hugo avait trouvé bien plus qu'un toit. Il avait trouvé un foyer, une évidence que nul dossier ne pouvait contredire, puis il prononça les mots qui firent basculer leur univers, des mots simples mais chargés du poids d'un miracle. L'adoption plénière est accordée. Élise s'effondra dans les bras de Julien, non par faiblesse, mais sous le choc de la libération, le poids de mois d'angoisse s'évaporant en une seconde. De l'autre côté de la salle, la parente éloignée hocha simplement la tête. Une défaite silencieuse face à une vérité plus puissante que les liens du sang. Le retour à la maison fut une renaissance. C'était le même pavillon modeste, le même canapé usé, mais l'atmosphère avait changé. Le silence oppressant avait été banni à jamais, remplacé par les gazouillis joyeux d'Hugo, qui était désormais, aux yeux de la loi et du monde, leur fils. La petite chambre, autrefois sanctuaire d'un rêve brisé, était devenue un chaos vibrant de jouets colorés, de livres d'images et de minuscules chaussettes égarées. Julien ne rentrait plus de l'atelier, avec seulement la fatigue de sa journée, mais avec une lumière nouvelle dans le regard, celle d'un homme comblé. Le sourire d'Élise, enfin, atteignait ses yeux, effaçant les ombres qui s'y étaient logées depuis si longtemps. Il restait une famille au budget serré, comptant chaque euro, mais ils étaient devenus immensément riches d'une fortune qui ne se dépose pas à la banque, celle des histoires du soir, des repas en famille et de la paix profonde de regarder leur enfant dormir en sécurité. Leur épreuve ne leur avait pas seulement donné un fils, elle leur avait aussi donné une vocation. Ils connaissaient trop bien la solitude du désir d'enfant, le labyrinthe froid de l'administration, le jugement silencieux des autres. Ils ne pouvaient rester les bras croisés alors que d'autres couples traversaient la même tempête. Avec l'aide de quelques voisins et amis témoins de leur combat, ils créèrent une petite association locale qu'ils baptisèrent un berceau dans le cœur. Ce n'était au début qu'une permanence hebdomadaire dans une salle prêtée par la mairie, un lieu pour offrir une écoute, partager des conseils pratiques sur les dossiers et surtout, pour rompre l'isolement. Élise et Julien découvrirent une force insoupçonnée en devenant le soutien qu'ils auraient tant aimé avoir. Leur douleur passée s'était métamorphosée en un phare pour leur communauté, la preuve vivante que les plus grandes blessures peuvent devenir une source de guérison. Un an plus tard, par un après-midi ensoleillé, Hugo fit ses premiers pas hésitants dans leur petit jardin, titubant en riant vers les bras ouverts de Julien. Son rire, cristallin et pur, était devenu la véritable musique de la maison. Élise les regardait depuis le seuil de la porte, une main posée sur son ventre, où une douce rondeur annonçait un secret inattendu, un second miracle qu'ils n'avaient même plus osé espérer. Leur vie était la preuve que la famille n'est pas une question de naissance, mais une construction faite de courage, de patience et d'un amour qui choisit d'accueillir l'imprévu. C'est en continuant de raconter ces victoires silencieuses, ces parcours de gens ordinaires, au cœur extraordinaire, que nous maintenons la flamme de l'espoir. Votre abonnement est le souffle qui nous permet de porter ces témoignages, et pour cela, du fond du cœur, nous vous disons merci.